passé au service du management de la marque. Bonjour Virginie de Barnier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Un article publié dans la revue Recherche et applications en marketing avec Fabien Pécaud en 2017. Le passé, une grande question ça en management de la marque, la question du passé. On a tous en tête la Fiat 500, la Mini, etc. Comment aussi on revitalise et comment ça permet de revitaliser. On va peut-être démarrer par une question, le patrimoine de marque, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est pas l'héritage ? Alors, l'héritage, effectivement, c'est quelque chose de plus statique et qu'on va prendre un héritage à un moment donné. Un patrimoine, c'est une construction dynamique qu'on va faire autour de la marque. Donc, on est dans quelque chose qu'on va passer aux générations futures, aux différentes parties prenantes, aux entreprises, aux clients, bien sûr, aux consommateurs. Et on a aussi cette notion de construction et d'élaboration du patrimoine. Et on est donc dans quelque chose de plus dynamique que l'héritage. On est dans une société qui résonne beaucoup sur le futur. Tout à fait. Et là, vous nous dites, non, en fait, c'est le passé auquel il faut s'intéresser. Tout à fait. Parce qu'en fait, le passé, en fait, permet de comprendre le présent et d'anticiper le futur. Donc le patrimoine de marque a cette même fonction au sein de l'entreprise. Il permet de comprendre comment la marque est née, d'où elle est née, à quoi elle correspondait, à quoi elle répondait, quelles étaient ses valeurs, sa culture. Des fois, ses combats pour des marques comme Greenpeace ou des choses comme ça. Et derrière, de mieux comprendre où on veut la faire avancer et par exemple, ça va accroître la capacité à prendre des décisions pour le futur, de mieux comprendre son patrimoine de marque. Ça crée une relation émotionnelle ? Tout à fait. Alors, l'activation d'un patrimoine de marque, quand un patrimoine de marque est très fort, je peux donner l'exemple des marques de LVMH. Typiquement, LVMH, c'est un groupe qui a des marques qui ont toutes un patrimoine très fort, très bien travaillé, très ancré dans le passé, mais également très ancré dans le présent, voire le futur. Pour Bernard Arnault, il le dit, dans 20 ans, on n'aura plus d'iPhone, mais on continuera à avoir du Dom Pérignon. Donc, il est bien certain que le patrimoine de marque a vraiment une importance et il permet d'activer une émotion chez le consommateur. L'émotion première, c'est l'émotion de nostalgie. Donc, c'est la nostalgie d'un fait passé ou de quelque chose qu'il y a dans le passé, un sentiment un petit peu doux, amer. Et cette nostalgie, on se rend compte qu'elle accroît l'amour de la marque, la fidélité à la marque, le réachat de la marque et même la volonté parfois à payer plus cher pour cette marque. La petite Madeleine de Proust. Tout à fait. Après, il y a un second effet qu'on peut rajouter, c'est sur l'authenticité perçue. Une marque patrimoniale forte est perçue comme très authentique. Et là aussi, ça a des effets bénéfiques sur les ventes, la perception, l'attitude du consommateur. Les antécédents, comme on dit, sur ce patrimoine de marque, quels sont-ils ? Alors, les antécédents du patrimoine de marque, c'est typiquement ce qui va jouer sur le patrimoine de marque, c'est l'âge de la personne. On se rend compte que plus on avance en âge, plus on s'intéresse au passé. Également, le niveau d'études, plus on fait des études, plus on s'intéresse au passé. Mais une troisième caractéristique, c'est aussi la localisation géographique. On a tendance à s'intéresser au passé des objets qui nous entourent et qui sont proches de nous. Je pense par exemple à la marque du roi René, les calissons du roi René à Aix-en-Provence, c'est un mythe. Et les Aixois... on ne fait pas de différence, nous. Voilà, et le Aixois, il vous dit « Ah non, mais tu n'as pas pris les calissons du roi René !» Et alors, quant aux étrangers, ils voient encore moins. Mais c'est quand on est proche géographiquement qu'on comprend et qu'on assimile complètement le patrimoine de la marque. Alors, les conséquences de ce patrimoine de la marque sur le consommateur ? Alors, les conséquences, elles sont très positives. Elles génèrent un attachement affectif très fort à la marque. Et quand le patrimoine de marque, ce qui est intéressant de voir, c'est quand on a des marques qui construisent des très forts patrimoines, bien construits, je pense à la marque Chanel, qui sont fondés sur des véritables éléments très forts de l'histoire, du savoir-faire, du personnage Coco Chanel, du personnage qui est devenu aussi Karl Lagerfeld grâce à ça. Et bien quand ça, c'est très fort, on se rend compte qu'il y a un attachement affectif très fort du consommateur et que de ce fait, il est moins résistant, il résiste à la concurrence, il a tendance à être fidèle à cette marque et il a tendance à accepter de payer plus cher cette marque et à des fois même devenir l'ambassadeur de cette marque. Oui, bien sûr.
Ambassadeur, d'ailleurs, comme les salariés. Comme les salariés. Il y a une fierté. Alors, tout à fait. Le patrimoine de marque a aussi un effet interne. C'est qu'en interne, il y a une fierté de travailler pour cette marque. Je pense à la marque Harley-Davidson, où les personnes, quand on va visiter Harley-Davidson, ils ont le t-shirt Harley-Davidson, etc. Moi, je leur ai posé la question, vous avez le t-shirt Harley-Davidson, on vous le donne en tant que outil de travail, etc. Il m'a dit, ah non, je l'achète en magasin comme vous. Et je me suis dit, sacrée fierté, quoi. Absolument. Il y a des profils types de consommateurs qui sont particulièrement sensibles à des marques comme ça dans le passé. Alors le profil type, oui, ça va être le consommateur, c'est pas le très jeune consommateur, c'est le consommateur un peu plus mature et c'est le consommateur éduqué et très sensible à la culture et les valeurs que va véhiculer la marque. C'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui n'achète plus une marque juste pour ce qu'elle fait, mais aussi pour tout ce qu'elle dit autour de la marque, les valeurs qu'elle va défendre. Voilà, quand on achète Apple, eh bien, on achète aussi quelque part un peu de rébellion contre le monde d'IBM, et on achète un peu de créativité, et un peu think out of the box. C'est ça, Apple. Hein, c'est la manière de penser hors du modèle déjà tout fait. Bien sûr. Alors évidemment, une grande question qui se pose toujours de manière récurrente en marketing, des échelles de mesure. Alors, il n'y avait pas d'échelle de mesure de ce concept, qui est pourtant un concept très important et très utilisé, même de manière des fois intuitive par les marques. Et nous avons publié justement avec Fabien Pecot, qui est enseignant-chercheur à l'Université de York, au Royaume-Uni, et Pierre Vallet-de-Florence, un collègue de l'Université de Grenoble à l'IAE. On a publié une échelle dans le Journal of Marketing Management. Et ce qui est intéressant dans cette échelle, c'est qu'elle mesure le phénomène, bien sûr, mais aussi qu'elle est composée de 3 facettes. Une facette de longévité, donc une marque patrimoniale doit avoir une certaine longévité pour l'être. Une facette de stabilité, une marque patrimoniale doit être stable dans le temps, dans le sens où elle ne doit pas se démoder, elle doit toujours rester intemporelle. Et une facette d'adaptabilité. Une marque patrimoniale doit aussi s'adapter au marché et donc se moderniser. Et c'est là toute la question. C'est comment être ancien tout en restant moderne. C'est là que les marques de luxe excellent souvent. Bien sûr. S'il y avait quelques idées clés à retenir pour les chercheurs et pour les praticiens. Alors, l'idée clé, je dirais, pour les chercheurs, c'est qu'il y a un grand débat, justement, sur le lien innovation-marque patrimoniale. Comment innover quand on veut mettre en avant son patrimoine? Ça, c'est un débat de recherche ouvert, avec beaucoup de voies de recherche intéressantes. Pour l'entreprise et le manager, ce qui est important, c'est de comprendre que le patrimoine, ce n'est pas quelque chose qu'on colle artificiellement, comme ça, on décide de faire du storytelling. C'est vivant, c'est réel, c'est fondé sur des vérités de l'entreprise, c'est pas inventé du tout, même si c'est construit, hein, mais c'est quand même, Karl Lagerfeld était allé voir les archives de Chanel avant de décider ce qu'il allait faire de cette marque. Et donc, c'est construit et ça doit être accepté en interne pour pouvoir être transmis en externe. Donc on raconte une histoire, bien sûr, on est dans du storytelling, mais comme c'est vivant, il faut savoir le compter et le compter à nouveau chaque jour de manière nouvelle. Storytelling fondé sur le passé. Tout à fait. Merci Virginie Debarnier. Merci Jean-Philippe Denis.